à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Face au droit fiscal. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au prix de transfert. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Dauphine Cambournac. Alors, vous êtes déléguée aux affaires fiscales et financières chez Syntec Numérique. Bonjour Anne-Dauphine. Bonjour Laura Jane. Et Maître Alain Recoul. Alors, vous êtes avocat associé au cabinet Arsène Taxan. Bonjour Maître Recoul. Bonjour Laura Jane. Alors l'enjeu est énorme puisque d'après l'OCDE, les échanges intra-groupes représenteraient plus de 60% du commerce mondial. La concurrence entre les États est particulièrement féroce, chacun voulant récupérer sa part du gâteau, on l'imagine. On va en parler, mais la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que le prix de transfert ? Alors les prix de transfert, ce sont les prix des transactions qui ont lieu entre les sociétés d'un même groupe qui sont dans des États différents. Donc, c'est l'ensemble des prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, incorporels ou rend des services à d'autres entreprises liées. Mais alors, quel type de transaction est-ce que le prix de transfert recouvre et est-ce que vous auriez un exemple concret pour qu'on comprenne mieux ? Alors, on va peut-être prendre deux exemples sur deux entreprises qui sont bien connues. Le Coca-Cola ou le Pepsi-Cola ou le Bretz Coca. Et premier exemple, et peut-être les algorithmes et Google un deuxième exemple. Sur le Coca-Cola, vous avez une chaîne de valeur, Coca-Cola ou Pepsi-Cola, vous avez une chaîne de valeur qui est assez simple à comprendre. Vous avez un procédé de fabrication qui n'est pas connu, qui est secret. Et donc, il n'y a pas de juste prix du procédé de fabrication. Il est secret, il reste secret. Ensuite, vous avez un processus de fabrication, d'embouteillage. Le processus de fabrication se fait le plus souvent dans les pays de consommation. Ce sont des produits qui sont lourds à transporter, donc on a des filiales d'embouteillage qui font les bouteilles de Coca-Cola dans les différents pays. Bon. Et ensuite, vous avez le processus de commercialisation, de marque, comment faire que le produit soit connu et qu'on puisse avoir une distinction entre Pepsi et Coca-Cola. Vous voyez bien que quand on parle de prix de transfert, on n'est pas en train de parler de choses qui sont artificielles. On a bien trois processus. Un processus de fabrication sur lequel il n'y a pas de juste prix, puisque la formule de calcul, la formule de fabrication n'est pas connue. Un processus industriel d'embouteillage, qui se fait le plus souvent localement, et un processus de marque et d'aspect marketing, qui là est un peu plus mondial. Donc dans cet exemple, ce que l'on regarde, ce que l'on voit, c'est donner une juste valeur à chacun de ces attributions, de ces fonctions. Vous prenez un deuxième exemple sur les algorithmes et sur l'Internet. Les algorithmes, c'est le cœur de Google ou c'est le cœur d'un certain nombre d'entreprises du secteur numérique. L'algorithme se travaille tous les mois, tous les jours et s'améliore tous les jours. Bon. Vous avez une présence de ces entreprises qui est mondiale et qui est aussi locale. Quel est le poids de l'algorithme par rapport à la présence locale ? Chaque État va dire « cette entreprise fait beaucoup de chiffre d'affaires dans mon pays, donc je veux taxer ». Mais l'entreprise dira « oui, mais l'algorithme n'est pas travaillé dans ce pays ». Il y a des centres de recherche qui sont ailleurs, et on doit avoir une juste contribution, une juste rémunération du prix. Donc derrière ces exemples, on voit en fait qu'il s'agit de mieux comprendre la réalité de l'entreprise, tout ça n'est pas du tout artificiel, et de trouver une chaîne de valeur qui soit constante et de l'appliquer de manière constante et permanente. Et après, il y a des questions de mode. Des questions de mode, est-ce que c'est le processus de fabrication qui est important ? Est-ce que c'est le processus de commercialisation ? Vous prenez l'industrie automobile, on a dit au cours des 10 dernières années que finalement, ce qui est important, c'est non pas de fabriquer les voitures, mais de les concevoir. On s'aperçoit depuis 6 mois, 1 an, depuis les retours de voitures qui ont des problèmes, que le processus de fabrication, il est important, il y a une chaîne de valeur. Donc comment lui attribuer un prix, un juste prix, pour que le revenu net soit décomposé dans toutes ces chaînes. Donc par transaction, il faut bien comprendre l'ensemble des transactions d'entreprise et en fait comprendre le business model de l'entreprise, l'expliquer à chacun des États pour que chacun des États accepte ce business model. Vous parlez d'intragroupe, d'échanges intragroupe. Que recouvre la notion de groupe ? Un groupe, en fait, c'est lorsqu'il y a des liens de dépendance entre les différentes entités ou entreprises qui le composent. Alors, ça peut être des liens de dépendance de droit ou de fait. De droit quand l'entreprise, par exemple, détient plus de 50% du capital ou des droits de vote dans une autre entreprise, ou bien quand, par exemple, il y a des contrats tels qu'une autre entreprise est de fait sous la coupe d'une autre. Que prévoit donc dans ce cas l'obligation documentaire ? À qui est-ce qu'elle s'adresse ?
Alors l'obligation documentaire, elle s'adresse à toutes les entreprises. En France, toutes les entreprises qui font plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires ou qui ont un actif brut de plus de 400 millions d'euros. Et cette obligation documentaire se traduit par deux documents, ce qu'on appelle le master file, le document général, et un document spécifique. Par document, en fait, il faut imaginer qu'il s'agit d'un vocabulaire, d'un dictionnaire commun entre États. Ce que l'on ne veut pas, c'est d'avoir une définition qui soit appliquée par un État et pas par un autre, ce qui pourrait entraîner une double imposition. Donc cette documentation de master file, elle décrit l'entreprise, elle décrit les transactions intragroupes, elle décrit le business model et la chaîne de valeur, et elle le décrit avec un vocabulaire qui a été défini par l'OCDE, un vocabulaire qui est commun pour que chaque État puisse retrouver ses marques et qu'on évite des risques de double imposition. Alors, on parlait de la concurrence féroce que se font subir les États entre eux. Est-ce qu'il y a quand même des accords, est-ce qu'ils s'accordent quant au prix de pleine concurrence ? Alors on l'a dit, hein, il y a une définition commune qui a été mise en place entre les pays membres de l'OCDE, c'est-à-dire le prix de pleine concurrence, qui est le prix pratiqué entre des entreprises dépendantes, qui doit être le même que celui qui aurait été pratiqué sur le marché général s'il n'y avait pas de dépendance entre les deux entreprises. Souvent, donc, les États s'accordent sur cette définition. Après, quand on regarde en pratique ce qui se passe, c'est vrai qu'un prix de pleine concurrence peut apparaître juste et bien calculé dans un État quand il l'est moins dans l'autre État. Et comme on parle de relations transfrontalières, forcément, il peut y avoir des distorsions de vue. Et alors, est-ce que les fraudes des entreprises relatives au prix de transfert sont une forme courante d'évasion fiscale ? Alors, le terme fraude appliqué au prix de transfert est pas tout à fait adapté. En réalité, chaque entreprise, chaque secteur d'activité a un business model. Le business model, c'est de dire qu'est-ce qui est important dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Est-ce que c'est l'activité de recherche-développement? Est-ce que c'est l'activité de fabrication? Est-ce que c'est l'activité de commercialisation? Tout ça dépend des secteurs d'activité en réalité et dépend de l'organisation elle-même de l'entreprise. Donc le master file, c'est la description de la chaîne de valeur de l'entreprise et cette chaîne de valeur, elle doit être cohérente dans tous les États pour permettre aux États de taxer la fair taxation. Donc, lorsqu'on parle de fraude, en fait, on parle d'un sujet qui n'est pas celui des entreprises. On parle d'un sujet de compétition entre États. Il faut imaginer une entreprise mondiale ayant des activités partout, et partout, non pas pour des raisons de localisation ou de fraude fiscale, mais parce que l'entreprise va chercher des consommateurs dans chacun des États, dans chacun des continents. Et donc, cette entreprise mondiale, elle va être obligée d'avoir des relations avec 30, 40, 50 États. Chaque État voulant prélever une part du revenu net. Donc ce n'est que par un vocabulaire commun défini par l'OCDE, par des principes communs, qu'on peut arriver à trouver un juste milieu, une juste contrepartie de chacun des États. Donc en réalité, les prix de transfert, ce n'est pas une relation de l'entreprise et d'un État, c'est un vocabulaire commun pour permettre à chacun des États de se parler ensemble et de trouver une juste allocation de prix. Alors, on parlait d'obligation documentaire. Est-ce que la législation et l'obligation documentaire ne sont-elles pas trop lourdes, finalement, et n'empêchent-elles pas les entreprises d'aller à l'international ? En fait, ce qu'on voit, c'est que souvent les entreprises qui veulent aller à l'international et donc créer d'autres filiales, etc., ne se rendent pas compte de la masse de travail que ça peut entraîner et ne savent peut-être même pas ce que c'est qu'un prix de transfert. Et donc, on voit qu'il y a une charge de travail importante, tant au niveau de la mise en place et de la création d'une véritable politique de prix de transfert que de la documentation. Je vous parle de la mise en place de la politique parce que c'est souvent aussi très sous-évalué au niveau de la charge. On pense qu'il suffit juste de se comparer au marché et d'établir un prix. En fait, il y a un protocole très strict à suivre pour pouvoir déterminer ce prix. Et alors, que pensez-vous de la tendance d'obliger les entreprises à dévoiler leur schéma d'optimisation fiscale ? C'est une tendance très lourde en Europe et en OCDE. En fait, par optimisation fiscale, on entend la capacité pour les entreprises de s'installer dans un pays qui peut offrir tout à fait légalement des dispositifs fiscaux qui sont plus intéressants que d'autres pays. Donc, par optimisation, en fait, on parle de concurrence entre États. Donc là encore, c'est un sujet
d'État à État. Donc il est effectivement indiqué, et ce mouvement est très clair aux États-Unis, en Europe et au niveau de la CDE, qu'il faut parler et décrire le schéma d'optimisation fiscale. Il s'agit d'un sujet de transparence. Optimisation fiscale ne veut pas dire risque fiscal ou ne veut pas dire comportement abusif. C'est simplement le fait de connaître quel traitement fiscal on applique dans différents États. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Face au droit. À très vite.